Pour une fois, notre invité n'est pas médecin, mais c'est un patient. Il est aussi ancien prof d'histoire géo et surtout ancien ministre de la Santé, désormais député Place Publique des Yvelines. Et le 3 juin dernier, Aurélien Rousseau a révélé être atteint d'un cancer, alors qu'il demandait au gouvernement de ne pas couper dans les budgets sur la recherche sur cette maladie. Fin 2023, c'est lui aussi qui a quitté son poste de ministre de la Santé après l'adoption d'un projet de loi sur l'immigration par le Parlement. Alors on voudrait savoir quel regard sur le contexte et les arbitrages budgétaires. Comment passe-t-on de la salle de classe à celle du conseiller ministre et puis ensuite à l'hémicycle? Et quel regard sur ces arbitrages budgétaires? Quel patient est-il? Vous allez tout savoir sur... Aurélien Rousseau, il est notre invité. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez et regardez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Madame la ministre, nous vivons une période et une situation paradoxale en matière de cancer. Chaque jour, des traitements nouveaux sont présentés dans le monde entier avec des perspectives très encourageantes. Et en même temps, de très nombreux d'entre nous vivent ou ont vécu avec le cancer, en le disant parfois publiquement, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, avec beaucoup de force. Comme je peux le dire aujourd'hui, pas seulement pour excuser de longues semaines d'absence sur ces bancs, mais pour dire aux Françaises et aux Français que ces sujets intimes sont aussi des sujets de politique publique. Aurélien Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, question simple, comment allez-vous? Ça va, et comme des millions de Français, ça va avec un nouveau partenaire de jeu, si je puis dire, sous contrôle aujourd'hui, mais régulièrement suivi pour savoir s'il n'a pas décidé de refaire des siennes. Voilà, et d'une certaine manière, vous avez passé cette question au gouvernement, j'avais la voix un peu cassée, je n'avais pas forcément prévu de dire les choses comme cela, mais depuis, j'ai le sentiment d'avoir aussi intégré une forme de communauté. Parce que beaucoup de gens... J'imagine que vous avez eu plein de réactions à la suite de ça. Oui, beaucoup de réactions. Et au fond, c'est sans doute en partie inconsciemment pour cela que je l'ai fait, c'est-à-dire de réactions de personnes qui, à la différence de moi, doivent le cacher parce qu'elles ont peur d'être mises au placard dans leur job, parce que c'est vu encore comme un signe de faiblesse, parce que la peur envahit tout, et même quelquefois dans sa famille, on ne veut pas le dire. Donc je pense que c'est important, au-delà de nos cas individuels, mais que des personnalités publiques, comme l'avait fait, je disais, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, disent qu'on vit et qu'on revit. Et surtout, on est dans un moment où, en médecine, mais c'est pas à vous que je vais le dire, on est face à des évolutions fascinantes, quelquefois même vertigineuses. Si je pense par exemple à tout le projet d'interception des cancers, à la médecine prédictive, donc il y a une accélération dingue. Et en même temps, la réalité, c'est que des millions de gens vivent encore avec ça dans la solitude. Donc à ma modeste échelle, je me suis dit peut-être qu'il faut essayer de rompre un peu cela. Et justement, au moment de cette annonce, vous aviez dit le cancer, c'est le sentiment de solitude. Vous diriez encore ça aujourd'hui? Oui, quand même, parce qu'à la fin, malgré l'amour, l'affection des plus proches, la camaraderie, l'amitié, enfin moi j'ai eu que des signes d'amitié, mais à la fin, ça reste quand même un face-à-face. Est-ce que ça a changé votre façon de voir la vie en général et la vie politique en particulier? À vrai dire, non. J'avais sans doute, grâce à ma santé de fer, déjà connu un gros épisode à l'hôpital il y a 15 ans. Donc je ne dis pas que ça m'a fait changer, ça m'a rechargé en amour pour l'hôpital et l'hôpital public en particulier. Ça, c'est... Vous avez testé de l'intérieur ce que vous exprimiez de l'extérieur. Voilà, et une fois encore, j'en ai testé la force, la puissance, quelquefois aussi des petits moments où on ne comprend pas bien dans quoi on est embarqué, mais c'est la vie de tous les patients. Non, ce qui est le plus important, je trouve, c'est que par rapport, y compris à il y a quelques années, je pense que les gens, ça paraît tout bête de dire ça, mais
tous les élus, que ce soit dans ma circonscription des Yvelines, les maires ou les associations disent mais prenez soin de vous d'abord, c'est ça qui compte. Voilà. Il n'y a pas ce côté, quand on est un politique, on doit absolument donner le sentiment d'être invincible. Voilà. Et ça fait du bien d'assumer de dire qu'on n'est pas invincible. Voilà, absolument. Alors on a demandé à l'une de vos collègues, de vos anciennes collègues du gouvernement de vous décrire. Écoutez ce qu'elle dit de vous. Quelqu'un d'entier, avec un humour qui n'est plus à démontrer, et avec une sensibilité, une très très forte sensibilité. Son annonce de sa maladie nous a tous beaucoup bouleversés. Donc on a lié tous les deux des liens assez forts. Oui, parce qu'au ministère on a partagé des moments importants. Et que même si nous ne siégeons pas dans les mêmes bancs et sur les mêmes côtés de bancs à l'Assemblée, on continue à porter les valeurs qui ont été les nôtres au ministère de la Santé. Vous avez reconnu ? J'ai reconnu Agnès Firmin Le Bodo, oui. Et c'est ça aussi la politique, c'est que Agnès est élue Horizon, elle était ministre déléguée auprès de moi et on a porté ensemble des combats, des batailles et on se retrouve. Et alors c'est vrai que certains nous font à l'un et l'autre la remarque qu'on est trop copains, mais moi enfin, c'est peut-être ça, oui, qui change, c'est qu'à la fin, quand même, ce qui compte, c'est les liens humains. Voilà. Alors justement, on parlait des combats, et en décembre 2023, il y a eu ce grand débat sur l'aide médicale et l'État, dans le cadre de la loi immigration, justement. Et ça, c'est important. Et vous décidez à ce moment-là de quitter le gouvernement. Vous avez pris cette décision, j'allais dire pourquoi, on l'imagine, mais comment ? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'à la démission ? D'abord, j'ai pris cette décision, comment dire, j'allais dire, il faudrait presque une forme impersonnelle pour le formuler. Cette décision s'est imposée. J'ai appris, c'était un mardi, donc j'en ai quand même la chronologie bien en tête, un mardi matin, que le gouvernement avait lâché sur des points que je considérais comme essentiels. Et le cœur de ma conviction, c'est que quand on va sur le terrain, notamment le terrain de l'extrême droite, à la fin, pour reprendre y compris les mots d'un ancien leader de l'extrême droite, on préfère toujours l'original à la copie. Et que le populisme de gouvernement, ça ne favorise que les populistes. Voilà. Et donc moi, je ne pouvais pas, je considérais que je ne pouvais pas, dès lors que j'étais ministre, je n'étais plus directeur de cabinet, aller sur un plateau télé et défendre quelque chose auquel je ne croyais pas, une chose à laquelle, pardon, je ne croyais pas, et je ne pouvais pas non plus venir sur les plateaux télé et puis critiquer le gouvernement. Pour prendre là aussi une célèbre formule, quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne. Donc j'ai démissionné parce que je n'allais pas aller le lendemain expliquer que la pente qu'on prenait sur l'aide médicale d'État ou sur une partie des mesures qui étaient manifestement contraires à la Constitution, et d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a censuré, je pouvais les défendre. Voilà. C'est très douloureux de quitter un ministère, surtout qu'on aime, comme j'aime, le ministère de la Santé, mais il fallait le faire. C'était la limite du « et en même temps » ? Oui, c'était sans doute la limite du « en même temps », et c'était aussi, je pense, il y a beaucoup les responsables politiques sont tétanisés sur la manière de traiter certains sujets en se disant, vous entendrez très souvent ça, c'est sinon on laisse la place à l'extrême droite. Moi je suis convaincu, on avait eu l'occasion régulièrement de se voir pendant le Covid quand j'étais le directeur général de l'Agence régionale de santé en Île-de-France. Je suis convaincu, moi, que les gens sont très intelligents et qu'on doit toujours faire le pari de dire la vérité et de faire la transparence et de dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. L'aide médicale d'État, on peut en avoir une approche idéologique, c'est une mesure de santé publique qui protège toute la population et je pense qu'on était assez solide pour l'assumer. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce combat-là avec Agnès Firmin Le Bodo, qui encore une fois on ne siège pas sur les mêmes bancs, et elle a tenu la tranchée comme je l'ai tenue avec pas mal d'anciens ministres de la Santé. Vous avez regretté avoir
quitter le gouvernement au vu de tout ce qui s'est passé depuis? En fait, non. J'ai évidemment une forme de nostalgie du faire, parce que c'est quand même... voilà, parce que par ailleurs, ce sont des sujets majeurs, et sans doute y viendra-t-on une partie d'entre eux sur, par exemple, la réduction de la croissance de la dépense de santé. C'était des sujets que j'avais essayé de prendre à bras-le-corps avec une méthode sans doute différente de celle qui est prise aujourd'hui. Donc oui, j'aurais aimé, mais en même temps, ça n'était pas un coup de tête. Voilà, c'était, je crois que j'avais dit, c'était un mur porteur. Vous avez commencé par quelque chose de très intime. Moi, il y a des moments dans la vie, peut-être cela vous arrive-t-il, on pense à des gens. Moi, je pensais à ma grand-mère, ancienne résistante, protestante, élue communiste, et je me suis dit, je pense qu'elle aurait accepté ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais ça, elle m'aurait dit non. Donc voilà. Alors, si on fait très rapidement votre carrière, mais elle est déjà extrêmement riche, vous êtes jeune, hein, vous avez moins de 50 ans, c'est quand même... Vous êtes passé par prof d'histoire, haut fonctionnaire, directeur de l'ARS, c'est au moment du Covid en Ile-de-France, vous avez été droit dans vos bottes et vous nous avez toujours dit la vérité, il faut le souligner. Directeur de cabinet quand Élisabeth Borne était première ministre, et puis ministre de la Santé et de la Prévention. À l'époque, on parlait encore de la prévention, mais vous êtes resté en effet 5 mois, on vient de député. Et aujourd'hui, vous êtes député place publique. Dans tout ça, pour vous, quel était le moment le plus solide, le plus fondateur, le plus épanouissant? Quelle est la période que vous aimeriez revivre? Pas forcément la plus prestigieuse. Alors, c'est deux questions différentes au fond. La période, je pense, où je me suis senti le plus utile, c'est la période de Covid. Parce que on était tous tendus vers le même objectif. Et je vous inclus dedans. Informer, dire la vérité, débusquer les fake news, soigner, organiser le système de santé et faire que la somme de chacun de nous soit plus grande que la seule addition des individualités. C'était extraordinaire. Je n'ai pour autant pas envie de le revivre. Mais c'était là où on retrouve aussi, mais ça c'est habituel dans notre pays, le sens et la confiance dans l'État. Voilà, on y allait, on a porté. Et j'y reviens, j'ai aussi appris à ce moment-là à prendre le risque de la transparence. Je dois dire que sur des plateaux, j'ai été amené à dire « je ne sais pas » ou « on ne sait pas », plutôt que de dire un truc qui, peut-être quelques jours ou quelques semaines après, serait démenti parce que je considérais que l'essentiel, c'était la confiance. Voilà. C'est là que, d'ailleurs, le grand public vous a... Le grand public, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça m'a... Et donc, c'était une épreuve du feu et qui permet aussi de nouer des relations avec des personnalités très diverses. Je pense, par exemple, aux grands patrons, parce qu'évidemment, avec Martin Hirsch, qui était à l'époque patron de l'assistance publique, mais avec les grands patrons de l'hospitalisation privée, que j'ai mobilisés, qui ont mobilisé leur force et leur énergie. Et ces liens-là, ils sont, je crois, indéfectibles. Et vous vous êtes retrouvé aussi à faire votre premier direct, je crois, pendant la naissance de votre fils? Absolument. J'étais à la maternité, enfin, au journal de France 2. C'était un moment qui était essentiel aussi. On oublie tout cela très vite, mais on avait besoin de renforts. Donc on avait monté une plateforme qui s'appelait Renfort Covid et il fallait que des gens partout en France disent on peut venir en Ile-de-France prêter main forte, et pour qu'une plateforme fonctionne, il faut qu'elle soit connue. Et donc par amitié interposée, on m'avait invité au JT de France 2, mais mon fils était en train de naître. J'ai porté une veste trop petite parce que je n'avais pas de veste de costume à la maternité, et donc mon format ne rentrait que très partiellement dans ce costume. Si on parle de l'actualité toute récente, vous avez dit il y a quelques jours on s'est planté sur la réforme des retraites. Vous avez des regrets là-dessus? Oui, peut-être que là on peut qualifier de regret. Moi j'ai été le directeur de cabinet d'Élisabeth Borne et je ne prétends pas avoir été
comment dirais-je, victime, ou avoir été Jean Moulin qui aurait défendu autre chose. On y est allé et on a essayé de trouver un accord avec les partenaires sociaux. Et donc, ne pas y être parvenu, c'est un échec. Et là aussi, je le dis, parce que je pense qu'il vaut mieux le dire, j'avais sous-estimé, moi, de là où j'étais, à Matignon, malgré les échanges évidemment quotidiens, pluriquotidiens avec les responsables syndicaux, la saignée, d'une certaine manière, que les 49.3 successifs pouvaient avoir créé. Je ne sais pas si c'est dans l'opinion publique en général, mais au moins dans le monde politique. Et j'ai mesuré, quand j'ai sorti la tête de l'eau, à quel point cette réforme des retraites n'avait pas été acceptée. J'avais vu les manifs, n'étais pas sourd à tout cela. Ni dans un bunker. Ni dans un bunker, mais j'ai mesuré aussi, enfin je suis convaincu de ça, moi je suis convaincu qu'il faut une réforme des retraites, convaincu que beaucoup d'entre nous vont devoir travailler au-delà de 62, de 64 ans même, mais qu'il faut qu'on soit mieux et plus nettement capable de garantir que ceux qui arrivent cassés, fracassés à l'âge à 60 ans puissent partir. Et ça, on a cet engagement-là, on n'a pas été capable de le démontrer. Voilà. Donc c'est là que je dis on s'est manifestement planté. Et dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux dire on repose le crayon, on y retravaille, même si il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est là que quelquefois j'ai des désaccords, y compris avec les gens de mon bord. C'est que je pense qu'on devait avoir quelque chose de plus individualisé, mais qu'une bonne partie de nos concitoyens, dès lors qu'ils travaillent dans des conditions qui ne mettent pas en cause leur santé, etc., devront travailler plus longtemps. Alors une question importante, bien évidemment, dans la période de discussion budgétaire, en particulier pour les dépenses de santé que vous évoquez. Quel est votre regard sur les pistes que l'on propose? Mon regard, j'essaie d'être mesuré, mais là, il est assez sévère. Il est assez sévère parce que les pistes qui sont sur la table, il y en a une partie qui avait été travaillée, documentée patiemment, notamment par l'assurance maladie, dans le rapport chargé-produit, pour prendre cet intitulé un peu techno. Mais vous en parlez à la maison? J'en parle à la maison, mais je dois dire qu'on peut... le jour où on arrivera dans ce pays à considérer que les femmes n'ont pas forcément un frère, un père ou un mari, qu'elles arrivent et qu'elles pensent toutes seules, ça sera un grand progrès. Voilà, oui, ma femme est une des dirigeantes de l'assurance maladie, donc elle a évidemment beaucoup bossé sur ça. Donc il y a ce rapport chargé-produit où il y avait une perspective de retour à l'équilibre avec un effort de presque 5 milliards d'euros par an. Il a été documenté, il avait été adopté par le Conseil de l'assurance maladie avec les syndicats. Et là, le gouvernement nous sort 10 milliards qui vont en fait peser sur les plus modestes. Quand on dit on gèle l'augmentation, enfin l'indexation des retraites sur l'inflation, pour des gens qui ont des retraites très correctes, ça se voit, mais c'est epsilon. Pour quand on a une retraite de 1200 balles, ben en fait non, ça n'est pas rien. Et donc c'est injuste et ça pèse sur les mêmes. Et puis par ailleurs, c'est un budget, enfin un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est à ce stade pour moi totalement insincère. Quand on a une progression de la dépense qui est prévue à 1,6%, c'est-à-dire de fait une baisse de la dépense d'assurance maladie, c'est la première préoccupation des Français. L'hôpital, je ne suis pas dans le discours catastrophiste de certains, mais personne ne peut dire qu'il va bien et que tout est... y a des fleurs qui volettent dans le ciel. Donc ça n'a aucun sens de dire ça. Alors après, c'est peut-être juste pour mettre en scène de la discussion et de la négociation, mais dans la période où on est, moi je ressens personnellement, et je crois que les gens aussi, une lassitude face à ces mises en scène. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai, je vais rajouter la négation, que on peut aujourd'hui, dans un pays qui vieillit, dans lequel il y a plus de maladies chroniques, dans lequel les traitements coûtent de plus en plus cher, que la dépense de santé ne progressera que d'1,6%.
Et la Fédération hospitalière de France dit que c'est 1 milliard, plus d'1 milliard 100 millions d'euros qui va manquer. Juste sur l'hôpital, par ailleurs. Sur l'hôpital. Mais donc, sur les doublements des franchises médicales, très brièvement, quelles sont les mesures que vous soutenez et celles que vous rejetez le plus fermement? Moi, je pense qu'il y a des pistes qui sont justes sur le remboursement, par exemple, des dépassements d'honoraires. Il y a des pistes qui sont justes, qu'il va falloir mettre en œuvre sur 2-3 ans, retravailler le sujet des affections de longue durée. On a beaucoup de gens qui rentrent, peu qui en sortent, très peu de prévention en amont. La prévention va être le moyen de rendre notre système de santé soutenable. Moi, j'avais assumé, en tant que ministre, proposé le doublement des franchises. Mais c'était en mars 2024. On les doublerait à nouveau 2 ans après. Je trouve que ça n'est pas tenable. Mais il est vrai aussi que n'est pas tenable la trajectoire et l'augmentation des indemnités journalières, donc des arrêts maladie. Donc il faut bosser sur tout ça, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de pistes qui étaient sur la table et là, on a l'impression qu'ils ont balancé tout ce qu'ils avaient sur étagère et c'est un peu un manque de respect, y compris pour le Parlement, parce que on se retrouve là à avoir des trucs insoutenables au sens propre qu'on ne peut pas soutenir. Et c'est dommage parce que ça masque aussi tout le travail qui a été fait, y compris avec les associations de patients qui doivent être à chaque étape consultées. Il y a encore beaucoup de travail sur la table. Et ça va être mouvementé au mois de novembre à l'Assemblée. Merci. Merci Aurélien Rousseau, on rappelle ancien ministre de la Santé et député Place Publique des Yvelines. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.